Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce plateau spécial à la suite des événements que le Burkina Faso a connus depuis la nuit dernière. En effet, le Burkina vient de connaître sa énième attaque terroriste et la deuxième dans la capitale. Des assaillants qui ont ouvert le feu hier sur des clients d'un café-resto sur l'avenue Kwame Nkrumah. 18 morts et une quinzaine de blessés. Et alors ce soir, donc au cours de ce plateau spécial, on s'interrogera sur ce qui a pu bien se passer. Le Burkina Faso, dans l'œil du cyclone Ouagadougou, est-elle entrée dans un cercle infernal et comment en sortir? Et à ce stade, est-ce qu'on sait exactement la situation? Une enquête est en cours, a affirmé la procureure du Faso. Et au cours de cette émission, on tentera de voir ce qui se passe exactement et on pourrait échanger autour également de toutes ces questions et bien d'autres. Nous serons avec des spécialistes de questions de terrorisme, des juristes, des enseignants d'université, des chercheurs qui viendront sur ce plateau nous donner des éclairages. Nous aurons également en ligne un spécialiste des questions géostratégiques en ligne de Dakar au Sénégal. Et je rappelle qu'un deuil national est décrété et qui court depuis ce matin 0 heure et jusqu'au mercredi 16 août à 24 heures. Et donc, bonsoir donc, et merci une fois de plus de nous rejoindre. Sont avec nous le professeur Siri Koné de l'université Joseph Ki-Zerbo. Il est spécialiste des questions de violence, de conflits et de sortie des conflits. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu pour ce plateau spécial. Deuxième invité à ce plateau, monsieur Aziz Diallo. Il est député à l'Assemblée nationale, mais également au fait des questions de gestion de conflits, des questions de développement et de sécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là pour ce plateau spécial. Avec nous également pour cette émission, Maxime Koné, spécialiste de terrorisme, facilitateur du Centre d'études stratégiques du Burkina. Merci d'être venu. Merci. Et puis avec nous également Anselme Assegna Somda, chargé de programme au Centre de gouvernance démocratique, le CGD. Bonsoir. Bonsoir. Et nous irons dans quelques minutes à Dakar rejoindre M. Pierre Lapac, spécialiste de questions de terrorisme dans la bande sahélo-saharienne, et d'autres invités pourront nous rejoindre tout au long de ce plateau spécial. Alors, ma première question s'adresse à vous, Maxime Koné. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qui s'est passé hier soir à Ouagadougou? Alors, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux nombreux blessés qui ont été admis à l'hôpital lors de cette attaque. Il faut dire tout de suite que depuis un certain temps, notre pays fait face à des attaques anxiogènes. Vous vous rappelez déjà de Samorouba, de Itagoum, de Koutoukou, et en janvier, bien sûr, 2016, Tinakov, Djibo, Capuchino, Splendide. Alors, je crois que ces attaques viennent nous rappeler que la menace terrorisme au Burkina Faso devient une constante. Ensuite, cette situation ne peut pas être analysée de manière isolée. Il faut prendre en compte l'environnement sécuritaire ouest-africain qui est marqué, bien sûr, par la montée en puissance du terrorisme et la criminalité transfrontalière. On y arrivera. Aziz Diallo, 20 mois après l'attaque du Splendide Hotel, Ouagadougou connaît encore à nouveau des attaques terroristes. Pour vous, la même question comme à l'honorable Maxime Koné. Est-ce que ce n'est pas l'attaque de trop? Merci. Permettez-moi aussi de m'incliner devant la mémoire des disparus, de présenter mes condoléances aux familles et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Nous devons dire que depuis l'attaque malheureuse du Cappuccino, nous n'avons pas forcément connu la paix. Il y a eu une série d'attaques, il y a eu une série d'incidents
qui n'ont pas touché Ouagadougou, mais qui ont touché d'autres périodes, d'autres régions de notre pays, qui font que on est en guerre. C'est ce qu'il faut se dire. Depuis Cappuccino ou même un peu avant, nous sommes en guerre et donc il faut s'attendre à ce genre d'attaque, parce que nous sommes en guerre avec des individus qui ne connaissent, qui n'ont pas forcément de manière, qui n'ont pas une identité, qui n'ont pas forcément un objectif clair. Et eux, le maximum de dégâts qu'ils peuvent faire, l'objectif, c'est de déstabiliser. Donc, quelque part, il faut, à partir du moment où vous êtes en guerre, dans une situation pareille, il faut s'attendre à tout cela, quoi. Oui. Et Anselme Assegna Sombla, au niveau du CGD, ces questions de terrorisme, de violence, d'extrémisme violent, c'est votre plat quotidien. Et est-ce que pour vous, ce qui s'est passé, comment vous analysez ce qui s'est passé hier soir à Ouaga? Merci. Dans la même veine que mes prédécesseurs, je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Effectivement, depuis la crise malienne en 2012, disons même la crise libyenne, voilà, ce qui s'est passé dans le printemps arabe, le CGD a commencé à réorienter ses recherches sur les questions de sécurité, notamment l'extrémisme violent. Parce que à travers la crise malienne de 2012, on savait que, en tout cas, ce phénomène était en train de frapper aussi à nos portes, au regard de la porosité de nos frontières. Donc, il fallait s'y attendre. Et en 2015, la première attaque véritable fut celle de Samoroban. Et après Samoroban, il y a eu en 2016 Splendid Hotel et plusieurs autres attaques sont suivies, notamment dans le nord du pays et dans le Sahel. Donc, depuis lors, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, une guerre asymétrique, comme le disent les spécialistes. Il faut que nous appréhendons, voilà, la situation comme étant une situation de guerre qui s'oppose à nous, et il faudra que nous puissions apporter des réponses appropriées. Et des organisations comme la société civile, comme les CGD, justement, nous travaillons à ce que les questions de sécurité, les questions de défense ne soient plus la chasse gardée des seules forces de défense et de sécurité, raison pour laquelle nous prenons aujourd'hui la gouvernance démocratique du secteur comme de la sécurité. Un élément fondamental pour pouvoir, en tout cas, apporter notre soutien. De cette situation. Voilà. Oui, professeur Siri Koné, je l'ai dit en introduction, vous êtes spécialiste des questions de violence et de conflits et de sorties des conflits. Est-ce que pour vous, ce qui est arrivé est surprenant? Je vous remercie, M. Kindo. Je voudrais tout d'abord exprimer ma compassion aux familles et à la nation éplorée, souhaiter un bon rétablissement à tous les blessés et souhaiter aussi du courage aux familles et à toute la nation. Parce que les temps que nous vivons sont dangereux. Je veux dire par là que l'époque actuelle est une époque où le terrorisme sévit partout. Ce n'est pas une situation propre au Burkina Faso, nous le savons. Aujourd'hui, les terroristes sévissent ici à Ouagadougou avec une insistance, on le sait, parce que justement, nous voyons que depuis un certain temps, le nord du Mali, qui était le fief terroriste, les terroristes ont été dispersés. Et je crois que à partir de ce moment, il faudrait que l'on soit prudent et que surtout que l'on se mette en tête que ces terroristes qui n'ont plus de territoire qu'ils gouvernent peuvent agir partout et n'importe quand. Et c'est cela qui rend la situation à la fois périlleuse et qui en fait un grand défi de développement, parce que justement les terroristes sapent le développement, les terroristes ils découragent et démoralisent les populations et dissuadent également les étrangers de nous rendre visite en faisant de notre pays une zone d'insécurité. C'est pour cela donc que il faut effectivement que cette question
soit vraiment une question étudiée avec minutie. Bien sûr, les événements sont pour nous tellement récents que nous n'avons pas un recul suffisant pour analyser objectivement, mais il reste que c'est une guerre, j'allais dire une forme de guerre sournoise, en ce sens que ce sont des gens qui nous attaquent assez souvent dans le dos, de façon... Asegna Somda dit c'est une guerre asymétrique. Oui, absolument. Donc, on l'a vu également, Maxime Koné, le mode opératoire ici, c'est un peu le même que ce qui s'est passé à Cappuccino et Splendide, sauf que selon les informations fournies par la procureure du Faso, les deux assaillants sont venus à moto cette fois-ci, contrairement à ceux de Cappuccino Splendide qui étaient en voiture. Ok, je crois que nous sommes actuellement dans la réflexion avec des hypothèses. Et je crois que plus tard, quand l'enquête va avancer, nous allons avoir des éléments, je crois, crédibles pour faire une analyse sérieuse. Je voudrais dire que, effectivement, quand nous comparons l'attaque de janvier 2016 à celle d'hier, je crois qu'il y a des similitudes. Alors, et comme le disait le professeur, je crois que ce qui est important chez ces terrorismes, c'est que leur action vise à intimider, à frapper l'opinion, hein, à instaurer un climat de peur et de terreur. Et je crois que c'est à partir de ces actions spectaculaires qu'on essaye de déstabiliser, de faire peur, de nous détourner de notre voie de développement pour nous camper sur ces questions de sécurité. Et alors, sur ce registre, il faut dire que la réaction, si on peut déjà rentrer dans cette réflexion, Somda a parlé de l'asymétrie, ça c'est un fait réel. L'asymétrie induit une transformation considérable dans les rapports de force, qui fait qu'une force apparemment infime peut mettre en déroute toute une armée bien organisée. Et l'asymétrie aussi, c'est le fait que les combattants dans la guerre classique partent pour tuer l'ennemi et garder leur vie. Mais cette fois-ci, le combattant terroriste vient pour mourir en martyr. Et mourir de la sorte, c'est une consécration dans leur jargon. Et même nos armées classiques ont l'habitude de combattre sur un théâtre d'opération, sur un front. Aujourd'hui, hier, nous avons assisté à une guerre dans la rue. Tout ça, ça indique que c'est une guerre asymétrique. Ensuite, quel que soit l'état de préparation d'une armée régulière, quand la terroriste frappe, l'armée est dépassée. Vous l'avez dit la dernière fois, à voiture, hier, à moto, et donc le mode opératoire évolue en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et ils ont choisi l'avenue emblématique Kwame Nkrumah. Oui, effectivement, c'est un symbole. C'est un symbole pour faire peur. C'est un symbole pour terroriser. C'est un symbole pour paniquer. C'est un symbole pour nous détourner de notre vision de développement. Et je crois que ce qui est important que j'ai pu constater dans la ville de Ouagadougou aujourd'hui, c'est que Ouagadougou était en activité. Je crois que sur ce plan, leur objectif n'est pas atteint parce que les gens sont restés debout, les gens ont eu un mental fort, les gens donc ils ne sont pas arrivés à frapper les esprits, ils auront pensé le faire. Et quand vous regardez la manière dont la crise a évolué, on voit qu'il y a vraiment une amélioration. Et l'an passé, nos forces de défense ont mis 12 heures pour finir avec les opérations. Cette fois-ci, je constate qu'en 6 heures, l'opération était finie. Et ensuite, ils n'ont pas eu besoin d'un apport extérieur. Ce sont nos forces de défense et de sécurité internes qui ont mené la stratégie, qui ont mené la lutte, qui ont fini par déloger les deux terroristes. Oui. Et Somda Asegna, on a vu le mode opératoire quasiment le même que celui de Cappuccino Splendide. Et Maxime Koné l'a dit, une guerre asymétrique où l'objectif c'est de frapper et de frapper les esprits. Mais il a dit également, ce qui est intéressant pour la réactivité hier avec nos forces de défense et de sécurité, c'est que
ils n'ont pas mis le temps qu'on avait mis il y a 20 mois pour intervenir et pour venir à l'assaut de ces assaillants. Oui, tout à fait. Cette promptitude des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso est à saluer parce qu'il a bien souligné la première attaque en janvier 2016. On avait vraiment mis beaucoup de temps. Il fallait attendre des forces françaises. Et du coup, l'opinion déjà s'inquiétait s'il faut attendre des forces étrangères pour pouvoir intervenir afin de libérer des personnes prises en otage. C'était une situation visiblement inquiétante. Mais cette fois-ci, nos forces de défense, dès que l'attaque a commencé, nos forces de défense et de sécurité étaient sur les lieux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les questions de moyens qui avaient été évoquées à l'époque sont derrière nous? Bon, pas définitivement, mais quand même, je pense que beaucoup de choses ont été améliorées. Beaucoup de choses ont été améliorées. Justement, les autorités ont dû tirer les leçons de la première attaque et ont pris des mesures parce qu'on a vu à Ouagadougou des simulations d'attaques que nos forces de défense et de sécurité ont effectuées. Voilà, tous ces exercices rentraient dans ce cadre-là. Et je pense que ces exercices que nos forces de défense et de sécurité ont menés dans la ville de Ouagadougou et justement sur l'avenue Kwame Nkrumah et bien d'autres endroits névralgiques de la ville, je pense qu'aujourd'hui, cet exercice nous a permis de réagir rapidement, ce qui est à saluer, voilà, même si on déplore que voilà, il y a néanmoins des victimes, mais c'est pas la faute plutôt aux forces de défense et de sécurité. Et comme ils l'ont souligné, l'objectif des terroristes, c'est de frapper. Et frapper tout en faisant le maximum de victimes, en sachant qu'ils vont mourir. Et aussi, ils vont mourir, mais faire le maximum de victimes. Mais cette fois-ci, on a pu quadriller la situation un peu rapidement. Beaucoup de personnes ont été sauvées. Et ça, il faut saluer cette intervention des forces de défense et de sécurité. Je pense que pas mal de choses se sont améliorées, mais beaucoup de choses restent à améliorer quand même. Aziz Diallo, c'est votre avis également? Oui, c'est mon avis. Je pense que c'était quand même assez clair. Il faut saluer le fait que les forces de défense et de sécurité ont eu une meilleure réactivité hier que lors de la précédente attaque. Mais bon, c'est un peu dans la suite logique de ce qui s'est passé depuis la dernière attaque. Nous avons senti quand même des efforts, comme l'a souligné M. Somda. Nous avons senti des efforts en termes de formation, en termes de préparation, en termes d'équipement, en termes de déploiement. Moi, je viens de la région du Sahel, je suis bien placé pour en parler. Et nous nous sentons un peu plus en sécurité aujourd'hui, nous nous sentons rassurés grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est un peu toute cette préparation, tous ces investissements qui ont été réalisés, tous ces efforts de ces forces de défense et de sécurité qui ont fait que hier, ils étaient en mesure de répondre de manière un peu plus réactive et aussi plus efficace que la dernière fois, comme l'a souligné M. Koné, sans avoir eu besoin de forces extérieures pour les appuyer. Donc oui, c'est quelque chose à saluer. Oui, professeur Koné, on l'a vu, les forces de sécurité réactives dès les premières heures, dès les premiers moments de l'attaque. Mais par contre, au niveau de la population, on a comme l'impression qu'il faut encore de la sensibilisation, il faut une communication, parce que pendant qu'on demandait aux gens de garder leur position ou de rentrer chez eux carrément ou de libérer la zone, on a vu de curieux qui venaient vers le centre-ville, somme toute peut-être pour être témoins de ce qui se passe. Oui, malheureusement, c'est vrai. Les forces de sécurité et de défense ont montré qu'elles étaient professionnelles. Elles se sont bien acquittées de leurs devoirs. Il reste que une telle guerre contre le terrorisme ne peut pas se mener comme une guerre classique où les militaires vont sur un front et ont un ennemi bien connu. Ici, l'ennemi est diffus. Il est diffus. C'est pour cela que je pense qu'il faut forcément que la population civile soit associée aux questions de défense et de sécurité. Et pour faciliter cela, moi je vois une sorte d'édification d'une relation nouvelle entre l'armée, entre la police, la gendarmerie et
les citoyens, de sorte que, en fait, ces deux pôles puissent travailler ensemble. Parce que justement, les militaires ne peuvent pas être partout, et les civils qui sont un peu partout peuvent être des relais, mais encore faut-il que entre les civils, les citoyens et la police et l'armée et la gendarmerie, il y ait une relation de confiance. Or, c'est une relation qui a été pendant longtemps détériorée, où les populations ne sont pas assez confiantes vis-à-vis des forces de police, de sécurité et de gendarmerie. De mon point de vue, il faut bâtir une nouvelle relation de confiance. C'est ainsi donc que les populations peuvent aider les militaires, les policiers, les civils par le renseignement. Parce que justement, je crois que le renseignement est un point fort dans la guerre contre le terrorisme. Quand on est bien renseigné, on peut ainsi éviter des attaques. L'information, c'est une arme. Vous l'avez dit. Oui, Aziz Diallo, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais on le sait, vous l'avez dit, vous venez du nord, et le nord du pays est en proie à des attaques terroristes souvent revendiquées par des groupes qu'on connaît depuis plusieurs mois maintenant. On peut se demander qu'est-ce qui a bien pu peut-être se passer. Mais en réalité, l'idée, c'est de se focaliser aujourd'hui sur la recherche des auteurs de cette barbarie. Pour vous, est-ce qu'on peut avoir déjà des pistes? Bon, ce serait de la spéculation maintenant si on devait donner des pistes. Bon, si on se base un peu sur ce qu'il y a eu dans le passé avec les revendications de tous ces groupes terroristes qui existent, surtout au niveau de la région du Mali, bon, on se dit que peut-être qu'un de ces groupes va finir par revendiquer, mais pour nous, en ce qui nous concerne, je pense que la situation est la même. C'est essentiellement des actions qui sont menées par des forces qui sont constituées, à notre avis, de l'autre côté de la frontière. L'objectif, c'est de venir déstabiliser. Ils ont occupé une partie du territoire et, bien sûr, il y a une bonne partie de notre territoire aussi qui est concernée, où vous avez affaire à des jeunes désœuvrés sans perspective qui sont embrigadés, qui ne savent pas forcément ce dans quoi ils s'embarquent, parce que quand vous allez voir, c'est essentiellement des jeunes, très jeunes. Très jeunes, ce n'est pas forcément des adultes qui sont en âge de mûrir la réflexion et de savoir exactement ce en quoi ils s'embarquent. Donc on exploite le fait que ce sont des populations vulnérables et on les utilise pour se ravitailler ou constituer des forces et venir nous déstabiliser. Donc en attendant qu'il y ait une revendication, je pense que la situation est telle que nous la vivons depuis ces dernières années. Et ce sont des groupes qui veulent nous déstabiliser. Ce n'est pas religieux. À mon avis, l'islamisme radical n'a pas sa place au Burkina. Il suffit de faire un peu le tour au niveau de la zone de la frontière pour voir l'islam qui est pratiqué, qui a toujours été pratiqué là-bas, pour voir un peu avec les comportements que le terrain n'est pas favorable à un islamisme radical. Finalement, dans ce cas, qu'est-ce qui est recherché par les auteurs de cette barbarie alors? C'est déstabiliser. C'est des gens qui ont pour objectif de nous déstabiliser, de fragiliser, de nous faire peur, de fragiliser notre société. Vous avez aussi toutes des activités de narcotrafiquants dans la zone qui profitent d'une déstabilisation de la zone. Quand on est affaibli, quand nos structures ne fonctionnent pas bien, quand les populations sont apeurées, mais pour eux c'est l'idéal, c'est tout ce qu'ils recherchent pour faire fleurir un peu leurs affaires. Oui. Oui, je voudrais ajouter quand même quelque chose, parce que il y a des questions fondamentales qui se posent à nous, à savoir pourquoi sommes-nous frappés. Ensuite, on pourra répondre à la question comment réagir. Pour moi, pourquoi sommes-nous frappés? Faut-il le rappeler, pendant longtemps, notre pays a été cité comme havre de paix. Mais pourquoi étions-nous havre de paix? Parce que nous avons, de par le passé, notamment nos dirigeants, ont développé une politique de déstabilisation
de nos voisins par moment. Et quand on regarde la crise malienne de 2012, c'est vrai, les origines remontent à la crise libyenne, voilà, parce que c'est de Libye que les rebelles Touaregs ont convoyé les armes. Et quand ils sont arrivés, il y avait deux groupes, certains étaient d'origine nigériane, d'autres étaient d'origine malienne. Au Niger, ils ont adopté une stratégie simple, désarmer avant de les laisser rentrer. Au Mali, au lieu de les désarmer, on a même encore rajouté de l'argent pour que les gens s'installent. Et en 2012, finalement, c'est le pays qui est déstabilisé. Ça en est suivi ce fameux coup d'État qui n'a pas du tout arrangé la situation. Du coup, l'État malien s'est retrouvé dans un état de délitement total. Et comme je l'ai souligné tantôt, la porosité de nos frontières. Voilà. Et l'autre facteur, c'est que notre pays, par moment, a hébergé certains groupes djihadistes, certains leaders de ces groupes djihadistes à Ouagadougou, dans des villas UP. Ça, il faut le souligner. Voilà, il faut souligner ces facteurs. Et après, il y a même eu une conférence de presse. Il y a eu un moment où les rebelles, les terroristes frappaient au Mali et faisaient la conférence de presse à Ouaga. Vous vous souvenez de cette interview accordée par ce colonel Touareg en 2012, si j'ai bonne mémoire, qui avait fait le tollé. Il a fallu que le ministre des Affaires étrangères sorte pour recadrer un peu les choses et faire comprendre que, bon, voilà, on ne peut pas attaquer un pays frère comme le Mali. Et c'est au Burkina que les conférences de presse se passent, on accorde des interviews, on est dans des villas conçues. Comme si le Burkina était complice de ce qui se passait. Voilà. Et la crise se résolvait au Burkina. Vous avez vu que notre président s'est retrouvé à jouer médiateur dans la crise malienne. Oui, tout comme il était médiateur dans d'autres crises qui ne sont pas voilà, forcément de la même nature. Mais je veux qu'on établisse un lien entre libérateur d'otages. Voilà des facteurs comme ça qu'il faut ajouter dans l'analyse pour pouvoir comprendre un peu ce qui nous arrive. Et au-delà de ça, n'oubliez pas qu'on nous avait aussi promis... Le Burkina est dans l'œil du cyclone. Oui. Est-ce que c'est une revanche? D'autant plus qu'on nous avait promis dans ce pays que, bon, si ce n'est pas telle personne, ce pays sera ingouvernable. Donc je pense qu'il faut comprendre pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Oui. Voilà, c'est une promesse. Réaction. Oui, en fait, je voudrais renchérir sur ces propos. L'argument qui vient d'avancer est un argument aussi qui peut être soutenu. Le Burkina Faso était appelé, si vous ne le savez pas, l'international de la subversion en Afrique, sous l'ère Compaoré. C'est comme si aujourd'hui on assistait aussi à un retour de la flamme. Dans la stratégie, quand vous êtes impliqué dans des crises de ce genre, de Libéria, Sierra Leone, Angola, Côte d'Ivoire, etc. Et je vais vous donner un exemple. Dubaï est un pays qui se trouve dans une zone de turbulence, mais Dubaï n'a jamais été frappé par les terroristes. Pourquoi? Parce que les riches donateurs de la péninsule arabique sont à Dubaï et financent souvent le terrorisme. Donc je voudrais dire que aussi, de mon point de vue, il y avait cet impact de non-agression. Et c'était un sanctuaire. Aujourd'hui, le protecteur n'est pas là, il y a des difficultés. En plus, je voulais dire que pourquoi nous sommes attaqués, il avait soulevé le problème au départ. Nous partageons deux frontières poreuses avec le Niger et le Mali, qui sont des pays qui sont en guerre. Et ensuite, nous soutenons les forces internationales et des Occidentaux en lutte contre le terrorisme en Afrique. Et nos soldats sont présents sur le théâtre d'opération au Mali. Tout ça, ça peut être des éléments qui peuvent pousser ces attaques. Ensuite, c'est le contexte sociopolitique de notre pays. Et que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, les terroristes se sont installés quand il y a eu la fragilisation de l'État. Donc voici un certain nombre d'éléments qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Je voudrais peut-être revenir sur la première question que vous avez posée à l'honorable Diallo sur les auteurs. Alors vous savez qu'il y a plusieurs groupes djihadistes qui façonnent en Afrique de l'Ouest. Il y a ACMI, il y a Ansardine, il y a le Front de libération du Massina, où le nommé Diko Malam a eu sa formation idéologique avec Amadou Koufa, avant de venir créer Ansarul Islam, qui est le premier groupe djihadiste créé par un Burkinabé.
Et sinon, il y a les Burkinabés qui étaient déjà présents en Sardine. Je pense à Aboubakar Savadougou, qui était lieutenant au Mali. Donc, ce groupe est un groupe purement burkinabé. Et c'est vrai qu'à partir du 17 juin, on a annoncé la mort de Malam Dicko suite à l'opération conjointe des Français et puis des forces ouest-africaines, mais immédiatement, il a été remplacé par Jafar Dicko. Donc ça veut dire que ce groupe, quand vous regardez le mode opératoire hier, c'est des hypothèses. La dernière fois, on s'est attaqué aux étrangers. Cette fois-ci, on s'est attaqué à des Burkinabés aussi. Donc on peut aussi émettre des hypothèses que ça peut être ce groupe qui était le groupe le plus en vue dans notre pays, notamment par les attaques que nous avons enregistrées au nord. À côté de ce groupe, il y a un nouveau groupe qui vient d'être constitué par l'IAG Agali, voilà, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a revendiqué un certain nombre d'attaques. Mais là, c'est une confédération d'un certain nombre d'associations, puisque Yad Agali avait déjà son organisation en Sardine. Oui, en Sardine, oui. Il y a d'autres qui sont venus. Voilà, il a fait une alliance pour créer le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et aujourd'hui, il constitue un danger dans notre espace. Et donc, c'est des hypothèses sur les éventuels groupes qui peuvent être à l'origine de ces attaques. Oui, Aziz Diallo, le café-restaurant Aziz Istanbul, qui n'a rien à voir avec Aziz Diallo. Merci de le préciser. C'est un restaurant halal. Personnellement, j'y ai fait un tour une fois. On ne vend pas l'alcool. Et on peut dire que dans ce restaurant, la dimension religieuse devait pouvoir le mettre à l'abri des attaques de ces fous de Dieu. Oui, en principe, on devrait pouvoir se le dire. On devrait se dire que si on va dans un restaurant halal, on est en paix, on est en sécurité. C'est quelque part aussi un indice. Ce ne sont pas forcément des individus qui sont là pour protéger la religion musulmane ou la promouvoir ou protéger les musulmans. C'est des gens qui cherchent les actions d'éclat, ils cherchent le spectacle. Donc, pour moi, je me dis qu'ils ont regardé où s'il y avait le plus de monde, où pouvaient faire le plus de dégâts le plus vite possible. Et ils s'en sont pris, sans discrimination quelconque, parce que il y a eu beaucoup d'attaques dans le passé qui étaient revendiquées par ces groupes, et ces attaques, il fallait s'attendre à ce que les populations que vous attaquez étaient musulmanes. Quand vous attaquez certaines zones, certains villages dans la région du Sahel, notamment vers le Soum, c'est quasiment 99% des musulmans. Donc ce n'est pas forcément des individus qui veulent protéger des musulmans ou ne pas s'en prendre à des musulmans, mais l'objectif, c'est l'action d'éclat, c'est le spectaculaire, et ça nourrit leur propagande. Ils se servent de ces genres d'attaques pour nourrir leur propagande, leur recrutement au niveau de ces jeunes vulnérables qu'ils rencontrent dans leur région là-bas. Oui, en plus, il faut savoir que ce sont des gens qui rejettent notre mode de vie. Aller au restaurant, pour eux, ce n'est pas dans leur vision du monde. Et c'est vous dire que nous avons affaire à des gens qui sont, excusez-moi du terme, qui peuvent paraître illuminés et totalement en marge de la société. C'est pour cela que moi, je vois que l'affaiblissement continu de l'État est un problème. L'affaiblissement continu de l'État est un problème. Ça alimente les forces violentes et rétrogrades. Il faudrait pouvoir stopper cet affaiblissement parce que, justement, il génère et sécrète beaucoup de marginaux. Monsieur Diallo a parlé au tout début de l'émission de cette paupérisation, de cette misère qui s'installe dans de larges zones du pays. Je pense qu'il est facile de manipuler des gens qui sont jetés dans la misère et qui n'ont pas de formation ni intellectuelle ni professionnelle et qui sont en rupture de banc avec la société. C'est pour cela donc que je crois qu'à la fois il faut mener une lutte implacable au plan militaire, mais il faut surtout mener un combat économique, social et culturel.
Et ces deux combats vont de pair. Oui. Il ne faut pas privilégier le volet militaire sur l'action socio-économique et l'émancipation culturelle, à mon avis. Et je crois savoir que le gouvernement a compris cela en lançant le programme spécial il faut accélérer. pour le Sahel du Burkina. Il faut accélérer. Un programme doté d'une enveloppe de plus de 400 milliards. Il faut accélérer. Oui, à Segna Somda, toujours cette question religieuse, finalement, il nous trompe. Oui, moi je suis pas de ceux qui pensent que ces gens sont mus par des raisons religieuses. Parce que ce sont des hommes qui sont sans foi ni loi, de mon point de vue. Vous l'avez souligné, c'est un restaurant halal. Voilà, pour dire que dans le temps normal, s'ils étaient aussi pieux, aussi soucieux de la religion musulmane, ils n'auraient pas dû attaquer là-bas. Mais ces gens attaquent même dans les mosquées. Donc, quand ça en arrive là, pour moi, raison pour laquelle l'appellation islamiste, je ne l'aime pas, parce que le nom islam même ressort dedans. Ces gens sont simplement hors la loi, des hommes sans foi ni loi, raison pour laquelle je préfère les appeler terroristes. Parce que l'islam, c'est une religion de tolérance, de paix. Donc, on ne peut pas prêcher l'islam dans la violence, ce n'est pas possible. Voilà. Donc pour moi, c'est juste des groupes, et tout le monde sait que dans cette bande où ils opèrent, c'est en même temps une plateforme de narcotrafiquants, de contrebande d'armes de toutes sortes. Donc c'est pour vous dire que leurs actions sont en réalité aux antipodes même des valeurs religieuses. Donc il y a beaucoup plus de questions personnelles, égoïstes. Et tout à fait. Qui n'ont rien à voir avec l'intérêt Voilà, peut-être un peu des raisons économiques, politiques, tout, mais tout sauf des questions, des raisons religieuses. Oui, voilà. Maxime Koné. Je crois qu'il faut un peu tempérer le débat sur ce registre. Hein. Dans l'histoire, les formes de violence les plus connues, de terreur les plus connues sont d'inspiration religieuse. Hein. Si vous vous rappelez, entre 66 et 73 avant Jésus-Christ, il y avait ce qu'on appelait les zélotes en Palestine, voilà, qui utilisaient des poisons dans les puits. Ça, historiquement, c'est le point de départ. Et quand nous allons encore sur le plan religieux, c'est un peu difficile hein, d'aborder cette question. Je partage votre point de vue, mais souvent le discours véhiculé est un discours souvent, malheureusement, religieux. Voilà, une interprétation souvent erronée de l'islam. Quand je regarde, quand je ne suis pas musulman, mais ces questions m'intéressent, vous regardez le 8e hadith, qui est rapporté par Ibn Omar, les extrémistes s'en ont saisi pour faire de ça la base de leur violence. Et en même temps, quand je prends l'État islamique dans sa loi, c'est servi de ça pour dire, bon, écoutez, quand vous faites vous blasphémez, c'est la mort. Voilà, quand vous insultez Dieu, c'est la mort. Quand vous faites l'adultère, c'est 80 coups de fouet. Voilà. Et quand vous volez, oui. On est sûr de trouver des musulmans. Oui, en fait, vous voyez, dans l'idéologie, il faut distinguer entre les sunnites modérés et les sunnites extrémistes. Vous connaissez bien que ces gens véhiculent le salafisme, qui est une forme, je dirais... c'est une idéologie fondée sur le littéralisme, sur l'extrémisme, dans la pratique religieuse. Voilà, qui est sur l'extrémisme et qui considère tous les autres courants comme hérétiques. C'est ça la difficulté. Donc, il faut s'attaquer même aux musulmans, selon leur idéologie. Je crois que bon, si on avait le temps... on permet à Aziz Diallo de réagir et ensuite on vous donne la parole, M. Sambla. Oui, je veux réagir un peu au propos de l'honorable Maxime Koné. Effectivement, c'est facile de manipuler en se basant sur la religion. C'est le dénominateur commun de la plupart de ces populations. C'est tellement ancré au niveau même des coutumes et des pratiques. Il n'y a pas meilleur moyen d'essayer de manipuler ces populations-là. Mais je pense pas que la situation que vous êtes en train de décrire s'applique à notre situation. Effectivement, tout ce que vous avez évoqué, et notamment les guerres entre les courants religieux, effectivement, nous voyons ce que ça donne ailleurs dans le monde, notamment dans le Moyen-Orient,
ainsi de suite. Mais je pense que si on devrait se baser là-dessus pour analyser la situation que nous vivons dans la région du Sahel et au niveau de la frontière du Mali, je pense que nous faisons un peu déroute. Non, je ne pense pas que tu aies compris ce que je suis en train de... C'est une réflexion globale que j'étais en train de mener pour arriver à la particularité du Burkina Faso. Parce qu'il faut comprendre que ces questions terroristes, il faut aller un peu plus haut, regarder l'idéologie de Al-Qaïda en son temps. Je dis Al-Qaïda original. Regardez l'idéologie de l'État islamique. Voilà, il y a des idéologues, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont systématisé. Il y a une revue qu'ils appellent DABIC, qui est une revue qui publie l'idéologie. Quand vous lisez ça, vous êtes sidéré par l'inspiration qu'ils font de la religion. Et même Ben Laden, au départ, c'était pas pour ce mal. Vous connaissez bien l'histoire avec la collaboration avec les États-Unis au temps de la guerre froide, etc., etc. C'est après que tout a été traversé. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'au Burkina, l'analyse peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Vous avez parlé des trafiquants de drogue, vous avez parlé de contrebandiers, vous avez parlé de criminels, etc. etc. Voilà, de pauvreté. Je voulais rebondir aussi sur les propos du professeur pour dire que je suis totalement d'accord avec lui. Quand vous regardez en Afrique, la diagonale de la pauvreté coïncide aussi avec la diagonale des crises. Donc, les zones les plus pauvres sont enclins, effectivement, à sont chrysogènes. Oui. Aziz Diallo va conclure avant qu'on ne donne la parole au professeur. Oui, allez-y, Aziz. Oui, j'ai eu la chance de travailler en Sierra Leone. Si vous allez à l'époque en 2000, au moment où Fodé Sanko avait son AUF et qui semait la terreur dans la zone, si vous allez dans la zone qui était son bastion, c'est dans la zone la plus diamantifère où les plus grands diamants, les meilleurs diamants au monde étaient produits. Mais c'était paradoxalement la zone la plus pauvre. Donc cette pauvreté a servi sa propagande. C'était facile d'expliquer aux jeunes, vous voyez, les diamants sortent de vos terres et c'est pour construire des villas à Freetown et pendant que vous n'avez même pas d'eau à boire, vous n'avez même pas accès à l'éducation. C'est la propagande. C'est le fait que des individus en situation de vulnérabilité, avec aucun accent religieux, aucune intonation religieuse, c'est des individus qui sont exposés, très vulnérables, avec aucune perspective. Mais quand quelqu'un vient vous donne 200 000 francs, 300 000 francs, vous ne savez même pas que la dernière fois que vous avez vu autant d'argent ou quand est-ce que vous allez voir autant d'argent. Mais le langage, après, passe assez vite parce que ces 200 000, 300 000 constituent pour vous une richesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, moi, c'est plus une question d'exploiter des pauvres, vulnérables, avec aucune perspective, plutôt que ce discours religieux. Oui, Assegna et professeur Koné. Oui, je disais que ces gens sont ni foi ni loi tout simplement parce que je me souviens, un leader de Boko Haram a été arrêté au Niger et ce dernier ne savait même pas prier. Il ne savait même pas comment on prie en islam. Donc moi, je ne peux pas qualifier ce monsieur de... Il n'est pas un islamiste. C'est simplement un terroriste. Donc il y a une exploitation éhontée de la religion à des fins personnelles. À des fins personnelles. Voilà. Maintenant, du reste, je partage l'analyse de mon voisin, l'honorable Diallo, parce qu'il existe des facteurs incitatifs qui poussent les gens à se mettre dans les bras de ces fous de Dieu entre griffes. Et ces facteurs, c'est entre autres les questions de pauvreté, les questions d'éducation, et l'absence de l'État dans certaines zones. Le professeur Koné parlait d'affaiblissement de l'État. Absence même, parce que quand vous regardez le Sahel, il y a véritablement des zones dans lesquelles l'État est totalement absent. Donc ce sont des terreaux fertiles pour la propagation de telles idéologies. Oui, professeur Koné. Oui, je souscris à l'ensemble des idées émises ici et à mon avis, pourquoi nous sommes toujours une cible des terroristes? Parce que justement, nous nous sommes engagés sur un modèle démocratique de développement, un modèle pacifique, et nous sommes aussi un pays de tolérance. Ces gens sont en rupture avec notre vision du monde. Ils ne veulent pas d'une telle société, et c'est pour cela que j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un message politique
un message politique derrière tout cela qu'il ne faut pas ignorer. Ils engagent une épreuve de force, donc ils veulent imposer leur vision du monde. Je crois que nous devons rester unis, toujours tolérants, solidaires entre nous, mais aussi fermes sur nos valeurs. C'est pour cela donc que pour aider à faire face et juguler ce problème, je crois important de mener un double combat. Je l'avais dit tout à l'heure, un double combat, tant au plan militaire qu'au plan socio-économique. Un combat militaire, on le sait, doit être relayé sur le terrain. Après la victoire militaire, il faut que sur le terrain socio-économique, les jeunes ne soient pas abandonnés. S'ils sont abandonnés, ils retombent là-dedans. Parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux, malheureusement, à venir sur Ouagadougou ou à quitter les zones rurales et à n'avoir rien à faire. Ouais. Il faut faire en sorte que nous ayons de moins en moins de laissés pour compte. Plus nous aurons de laissés pour compte, plus ce sont des proies faciles. Ouais. Et ces gens, on le sait, eh bien, ils viennent et procèdent par sentiment de générosité. Ils font des dons, puis, petit à petit, se mettent à manipuler les esprits. Oui. Et, avec la manipulation des esprits, ils arrivent ainsi donc à amener les gens à basculer totalement. Donc, des gens que vous avez connus tolérants, des gens que vous avez connus assez civiques, polis, eh bien, un jour, sont totalement en rupture de banc avec la société. Je pense que notre République doit être, de ce point de vue, une République généreuse, qui prépare les jeunes à pouvoir s'en sortir. Plus les jeunes s'en sortiront, parce que nous savons que ce sont eux qui sont la proie et qui sont les esprits fragiles. Hein, ce sont eux qui sont la proie des séducteurs terroristes. Donc, plus les jeunes auront des situations socio-économiques viables, plus durs et mieux formés, ils résisteront à l'appât et à l'embrigadement terroriste. Oui. Aziz Diallo, comment en sortir? Le professeur Koné a donné des pistes, à la fois le militaire, mais aussi le social. Oui, absolument. Je partage absolument son point de vue. Il faut d'abord rester solidaire, il faut rester unis. Et comme il a dit, plus vous avez un État faible, plus même nos capacités de résilience même sont touchées. Si pour un oui ou pour un non, on sort, on barre les routes et puis on met tout le pays sur cale, ben voilà, ça affaiblit l'État et même les populations et les capacités de résilience des populations même sont touchées. Il faut d'abord rester unis et solidaires et aussi garder le cap. Nous sommes en train de faire des efforts en matière de défense et aussi nous sommes en train de faire des efforts en termes de développement socio-économique. Vous avez parlé tout à l'heure du programme d'urgence pour le Sahel. C'est une très bonne chose. Si la région du Sahel avait eu l'attention du gouvernement qu'elle aurait dû avoir sur les 10-15 dernières années, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc quelque part, c'est qu'il y a eu un vide, il y a eu vraiment des manquements. Et c'est ce qui a conduit la situation où elle est. Je vais reprendre une phrase de l'envoyé spécial de l'Union européenne au Mali qui a dit que le vide de l'État, c'est l'oxygène du terroriste. C'est pour toucher un peu les propos de M. Sonda et du professeur Koné. Nous sommes en train d'essayer de rattraper un retard. Disons-le tout clairement, les régimes précédents n'ont pas donné l'attention qu'il aurait fallu à la région du Sahel. La région s'est appauvrie et même que les chiffres que nous obtenons à Ouaga sur les taux d'accès même aux services sociaux de base où le chômage sont très flatteurs comparativement à la réalité. Et c'est ce qui a créé la situation dans laquelle nous sommes. Et ça a créé cette situation favorable à ces forces terroristes qui se sont installées et qui profitent. Donc maintenant, il faut maintenir le cap. Nous avons lancé le programme d'urgence pour le Sahel, qui est une très bonne chose. Il faut aller vite et il faut aller bien.
Il faut aller vers les populations et résoudre les problèmes de chômage, les problèmes d'accès aux services sociaux de base. Vous allez parcourir des villages où aujourd'hui même l'accès à l'eau est une difficulté. Ça ne peut pas s'expliquer pour un pays qui est indépendant depuis plus de 50 ans et en 2017. Donc c'est des questions fondamentales qu'il faut vite adresser. Et si nous maintenons le cap, moi je suis sûr que dans les mois, dans les années à venir, nous allons réussir à rétablir un peu l'ordre dans la zone. Oui, Anselme Somda. Oui, que faire? Je pense que c'est la question, après tout ce qui est arrivé à notre pays, c'est la question de fond qui se pose à nous. Pour moi, il faut d'abord comprendre que l'arme fatale contre le terrorisme, c'est le renseignement. Voilà. Dans notre pays, pendant longtemps, nous avons plus passé de temps à faire du renseignement politique plutôt que de faire du renseignement sécuritaire. Donc je pense qu'il est temps d'abandonner ces renseignements politiques où on cherche à épier les opposants pour s'intéresser au renseignement sécuritaire fondamentalement. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, je pense qu'il faut accentuer la présence de l'État dans les zones où, en tout cas, il est depuis quand même un bout de temps absent. Voilà. Donc, je pense notamment au nord et dans la zone du Sahel. Il faut accentuer la présence de l'État dans ces zones-là. Avec justement la présence de l'État, ici, je l'entends par la présence des services sociaux de base. L'accès à l'eau potable, l'accès à une éducation de qualité, ce sont des facteurs qui peuvent aider à faire reculer le phénomène. Et ensuite, il faudra aussi, parce que la guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée par les seules forces de défense et de sécurité. Donc, je pense qu'il faut améliorer les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Voilà. C'est-à-dire chaque Burkinabé devait être un agent de renseignement. Et ça, on a besoin d'améliorer la confiance entre les FDS et les populations. Confiance qui a été érodée depuis la période coloniale. Vous avez vu qu'on vient pendant la période coloniale, on vient dans un village, on prend un fils du village, on l'habille en treillis et c'est ce dernier qui vient prélever les fils et les fils du village pour des travaux forcés. Donc, depuis cette période, il y a eu une rupture de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Ça ne remonte pas, c'est pas à cette période récente, c'est depuis la colonisation. Donc, ça avait changé l'appréhension des populations quant au rôle des forces de défense et de sécurité. Et vous avez vu dans certaines localités, lorsqu'on voyait un FDS, les gens s'enfuient. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut corriger. Dans plusieurs localités, c'est toujours présent. Ces réflexes sont toujours présents. Que de plus en plus, les forces de défense et de sécurité aient des visages humains. Voilà. Voilà. Et il y a bien sûr qu'il y a eu d'autres crises qui ont quand même aussi érodé les relations entre FDS et population. Je pense à la mutinerie de 2011, voilà, qui, en tout cas, qui n'est pas passée très bien aux yeux de l'opinion. Mais c'est des choses qu'on peut corriger. Et je pense que la résistance au putsch en 2015 était un élément fondamental sur lequel on pouvait s'appuyer pour désormais permettre à l'armée et au FDS et au peuple de se réconcilier et surtout justement de mener ce combat contre le terrorisme. Je pense que c'est un aspect qui est aussi fondamental. Et maintenant, enfin, il faut... Oui, sur la question du renseignement, vous l'avez dit, il faut une collaboration entre les populations et les forces de sécurité, voilà. Mais on l'a vu dans le Nord, il y a comme une sorte de réticence, des populations à aller vers les forces pour les renseignements et même que souvent ceux qu'on soupçonne sont justement attaqués, ceux qui sont éliminés. Voilà. Non, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut que les forces de défense et de sécurité aussi, dans leurs interventions, essaient de maîtriser la sociologie des différents peuples. Vous voyez, le peuple du Sahel, c'est un peuple relativement réservé. Et le contact n'est pas aussi aisé à faire. C'est des choses qu'il faut étudier, raison pour laquelle nos forces de défense et de sécurité ont besoin d'une pluridisciplinarité, voilà, pour pouvoir appréhender justement ce genre de situation et changer l'approche. Parce qu'on ne peut pas avoir la même approche au Sahel que par exemple dans le sud-ouest. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Et je voudrais revenir aussi sur un autre élément. Les questions de sécurité ne doivent plus être la chasse gardée des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons des civils qui travaillent de plus en plus
au renforcement à la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité, qui ont des réflexions intéressantes sur les questions de défense et de sécurité. Je pense qu'il faut briser ces barrières qui, jadis, voilà, qui faisaient penser à certains que quand on parle de sécurité, de défense, les civils, voilà, il faut vous écarter, ça c'est l'affaire des FDS. Je pense que ce sont des barrières qui doivent tomber et permettre justement à ces civils-là qui réfléchissent de plus en plus sur les questions de sécurité et de défense d'apporter leur contribution, parce que le rôle d'un think tank, par exemple, comme le CGD, ce n'est pas de produire des recommandations et de les déposer, voilà. Non, on produit la recherche pour que la recherche soit des outils d'aide à la décision. Et la décision aujourd'hui en matière de sécurité n'incombe plus uniquement justement aux seules forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est des éléments qu'il faut intégrer dans l'analyse. Oui, Maxime Koné, est-ce que c'est votre avis également qu'il faut qu'on ait l'apport de tous, la contribution de tous dans cette question de sécurité? Oui, je suis totalement d'avis, parce que la lutte contre le terrorisme exige des réponses plurielles et des réponses avec plusieurs acteurs à la fois. Alors pour moi, il faut des réponses conjoncturelles et structurelles. De manière conjoncturelle, comme l'a dit Aziz, il faudrait qu'on cultive tout de suite la cohésion sociale, éviter des accusations. Il faut aussi éviter l'amalgame. Il faut éviter la stigmatisation. Et tout de suite, il faut aussi relever le niveau sécuritaire. Ça, c'est au titre des réponses conjoncturelles. Au niveau structurel, vous l'avez souligné, le développement, c'est l'autre nom de la paix. Il faut apporter le développement dans la zone du Sahel. Et je crois que le gouvernement a bien compris ce message avec le programme d'urgence qui va consister à des investissements massifs dans le domaine, bien sûr, des secteurs sociaux de base. Alors, je voulais dire, une zone comme le Sahel, où il y a plus de mosquées à financement incontrôlé, que d'hôpitaux, que de forages, que d'écoles. Mais il y a un problème. Si nous devons même retracer le parcours de Malam Dicko, on voit que c'est le processus exact de l'extrémisme violent qu'il a abrité. Il est passé d'abord par des organismes caritatifs, construit des mosquées, il est passé des points de vue violents pour passer à l'action. Donc je crois que là-dessus, il faut... Et l'autre aspect structurel, c'est qu'il faudrait capaciter notre armée. Il faudrait améliorer leur niveau de projection terrestre. Nous l'avons vu que hier, ça s'est amélioré. À un temps record, ils étaient sur la place. Il faut améliorer leur capacité d'intervention aérienne. Ça, c'est très important. Bon, on n'a pas la mer, bien sûr. Sinon, on allait ajouter le niveau de projection maritime. Donc, toutes ces questions-là, il faut les voir avec minutie. J'ai constaté que hier, on a vu des gros engins devant Capuchino, avec bien sûr des bastions dotés de 12-7. Ce n'est pas fait pour la ville. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait des absences de boucliers balistiques. Tout ça, ça peut être amélioré. Il faut aussi que la ville... Des initiatives. Aider. Et j'allais souligner un point qui est très important. Il faudrait que notre ville soit menée de caméras de surveillance. Le ping-pong qui a lieu entre la moto et la pick-up, si on avait dans lieu, mais il faut renforcer. Je donne un exemple concret. En Côte d'Ivoire, après l'attaque des commissariats, c'est à partir des caméras de surveillance qu'on a pu arrêter les gens après. Donc c'est pour vous dire qu'il faudrait que sur ce niveau. J'ai déploré un fait, quelqu'un l'a souligné. Alors, après l'attaque, les populations s'agglutinent autour de l'espace et du théâtre d'opération. Je crois que c'est des choses qu'il faut éviter. Et je vous assure, si ça doit continuer comme ça, il y a toujours des coups qui sont préparés. On fait même un faux bond, les gens se rassemblent, après on fait un autre attentat. Et donc, c'est des choses... une stratégie de diversion. Diversion, on peut divertir et pour après faire un attentat. On fait péter une fausse bombe et puis après, on vient maintenant quand les gens se... Puisqu'on recherche là où il y a le maximum de personnes. Alors, si le maximum de Ouagalais se retrouve sur Kwame Nkrumah, ça peut donner des idées. Alors donc, sur ce registre-là, je crois qu'il faudrait être... beaucoup très prudent et laisser les spécialistes agir dans l'espace des opérations. Oui, Aziz Diallo, on l'a vu, le Burkina Faso a compris qu'il n'est pas seul dans cette guerre contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière.
toute la bande sahélo-saharienne est infestée. Et donc, nous sommes allés vers des ensembles comme le G5 Sahel ou encore d'autres initiatives tendant à mutualiser les ressources à la fois financières, humaines et militaires pour arriver à bout de cette insécurité. Justement, est-ce que dans ce cadre-là, comment le pays peut davantage s'affirmer? Oui, c'est très important, c'est une bonne chose sur le principe. À partir du moment où nous sommes dans cette guerre avec tous ces pays voisins, où l'ennemi n'a pas de territoire, n'a pas de frontières, c'est important de mutualiser les efforts pour pouvoir faire face. Mais là, on voit qu'on ne parle plus de mutualiser les efforts, mais on parle de rechercher des efforts, rechercher des ressources ailleurs pour s'attarder à se formaliser. Moi, je suis un profane. On est au Burkina Faso, on a notre armée, le Niger a son armée, le Mali a son armée. Ça coûte quoi à ces trois pays d'essayer de coordonner leurs moyens? Mais quand on commence à parler maintenant du G5 Sahel et puis qu'on commence à aller à New York et à Washington et on sort de ces chiffres astronomiques qui fait que pour l'instant on ne sait même pas quand est-ce que ça va commencer, et même si ça commence on arrive à mobiliser les ressources, combien de temps ça va durer? Moi je pense que on devrait, pour l'instant dans l'immédiat, on devrait plus aller dans une logique de coordination et de mutualisation, vous avez même utilisé le mot, et des ressources qui existent déjà au niveau de ces armées, qui sont là, qui fonctionnent. Nous avons nos soldats à la frontière, le Mali a ses soldats à la frontière, le Niger, voir comment améliorer vite la coordination, plutôt que de mettre ces structures budgétivores sans savoir d'où l'argent va venir et aller négocier, demander l'argent à gauche, l'argent à droite. On va jamais s'en sortir. La France a mis sur la balance son charisme international pour amener le Conseil de sécurité. Bon, moi, je n'en suis pas forcément fier. C'est d'abord aller au Conseil de sécurité et les Américains ont posé leur veto. Au lieu d'une résolution, on a eu une déclaration parce qu'ils avaient peur un peu des conséquences financières. Et donc maintenant, on nous dit non, essayez d'organiser une table ronde. C'est comme si on faisait un peu du jeu avec une question qui est très délicate. Mais nous, en tant que pays souverain, nous sommes dans un espace quand même avec la CEDEAO qui est censé s'occuper aussi de ces questions de sécurité. Et même au-delà même de la CEDEAO, nous sommes trois pays qui sont touchés, qui sont là, qui sont frontaliers, qui ont des armées. Mais pourquoi ne pas nous-mêmes prendre l'initiative à ces pays trois de mener des actions conjointes pour faire face à cette situation? On nous dit qu'ils sont là dans une petite forêt au niveau de la frontière avec le Mali. Ils sont localisés. Mais ça coûte quoi à nos armées de s'organiser pour aller faire face? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre que des milliards viennent de Paris ou de Washington pour que nous allons nous occuper de nos questions sécuritaires? Moi, c'est un peu, pas que je suis contre la force du G5 Sahel, mais la manière dont c'est en train d'être mise en place, organisée, et puis on nous dit en octobre, en décembre, vous allez avoir les premières opérations. Mais ces terroristes-là, ils ne connaissent pas octobre, décembre. Voilà, ils sont prêts à frapper maintenant, ils causent des dégâts, ils causent tous les jours des dégâts dont Dieu seul sait quand est-ce que nous allons avoir vraiment la mesure de l'impact sur nos économies, sur nos vies. Mais donc organisons-nous et allons-y. Quittons ces cadres très formels et budgétivores, sans ressources. Et pour être plus opérationnel. Plus opérationnel. Plus proactif. Absolument. Oui, Assegna Sonda. Je vais juste un peu revenir sur les recommandations pour me prononcer sur les différentes forces en constitution présentement. Parce que l'une des recommandations qu'il faut encore rappeler, surtout prendre au sérieux, c'est le renforcement en capacité humaine et moyens logistiques au niveau des forces de défense et de sécurité, parce que nous avons pu constater qu'il y a quand même quelques difficultés à ce niveau. Nos forces de défense et de sécurité sont pas que la formation n'est pas adéquate, mais les moyens ne sont pas adéquats pour apporter une riposte quelconque. On a pu le constater à plusieurs attaques, lors de plusieurs attaques dans le Nord, que les moyens utilisés par les terroristes étaient même disproportionnés par rapport à notre force de frappe sur le terrain. Ça, ce sont des choses inacceptables qu'il faut corriger. Et la mutualisation aussi des forces au niveau de la sous-région, Burkina, Mali, Niger, est fondamentale. Voilà, il faut... On parle de mutualiser les forces, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Mais il y a aussi les questions d'information, de renseignement. Ouais, des renseignements. Quand je dis mutualiser, ça englobe tout ça. C'est-à-dire partager les renseignements
Et surtout, bon, j'ai aimé ce que les chefs d'État ont pu décider après les multiples attaques, à savoir permettre de pouvoir franchir la frontière pour aller traquer les terroristes de l'autre côté de la frontière. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de fondamental qu'il faut souligner. Maintenant, ce que je voudrais souligner aussi en matière de recommandations, la politique nationale de défense doit être élue. Parce que quand vous prenez la politique nationale de défense, il est écrit noir sur blanc qu'elle est bâtie sur la défensive. En d'autres termes, il est arrivé des moments où des terroristes sont venus passer devant des FDS. Si la défensive, ça veut dire quoi? Si on ne vous attaque pas, vous n'attaquez pas, en d'autres termes. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors que les terroristes dans le Sahel, il est ressorti par certains éléments du renseignement que par moment, ils sont passés devant les FDS, allaient se ravitailler en eau et autres, repasser et ensuite revenir frapper. Voilà. Donc je pense que la politique nationale de défense doit être élue et l'information intéressante, c'est que ça est en cours. Voilà. Et dans le cadre de la relecture de cette politique nationale de défense, il faudra impliquer les civils. Et pour terminer, il faut saluer que des efforts quand même ont été faits par les nouvelles autorités. Désormais, nous avons affaire à des autorités qui sont réceptives quant à la participation des civils dans les questions de sécurité. Au niveau du CGD, nous sommes en train de conduire justement une étude actuellement dans le cadre du PARCIP, le programme d'appui sur la sécurité financé par l'Union européenne en partenariat avec notre ministère de l'Intérieur. Et il y a bien d'autres programmes comme ça dans lesquels les civils sont en train justement de proposer des études, de formuler des recommandations qui vont aider justement les autorités à prendre des décisions adéquates dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et surtout aussi pour les questions de sécurité interne. Oui, professeur Koné, on l'a vu, le Burkina qui sait qu'il n'est pas seul dans cette affaire du terrorisme, s'est ouvert à ses voisins et à pratiquement la sous-région pour voir comment arriver à bout de ce phénomène, pour ne pas dire de cette insécurité latente. Oui, je l'ai dit au début de mon propos, au début du débat, que c'est un défi colossal, national, à relever. J'entends par là qu'il faut qu'on insiste sur la dimension sensibilisation des populations. Il faut sensibiliser la population aux nouveaux dangers que représente le terrorisme. Déjà, nos forces de défense et de sécurité qui n'avaient pas affaire à cet ennemi sont maintenant en train de se former pour justement pouvoir combattre un ennemi au visage diffus ou un ennemi qu'on ne voit pas. Donc, il est de même souhaitable que les populations soient vraiment sensibilisées et éduquées sur ces questions de terrorisme. L'honorable député l'a dit tout à l'heure, quand une attaque se produit ou même un banal accident, il y a une tendance à l'attroupement. Et ceci, aujourd'hui, dans les situations difficiles que nous pouvons connaître et dans la mesure où nous sommes exposés, ça il ne faut pas se voiler la figure, nous sommes exposés aux attaques, il faut qu'on ait de nouveaux comportements. Et je pense que c'est aussi, ça doit être une des fonctions de la société civile et de l'État. Les associations de la société civile devraient s'investir là, avec l'État dans la formation, dans la sensibilisation et dans l'information des populations. Parce que ce danger est un danger de tous les jours. On court ces risques tous les jours. Et ce n'est pas parce qu'on a une vie nocturne qu'on peut être exposé à un attentat. Parce qu'il peut frapper de jour comme de nuit. Oui. C'est pour cela que, pour moi, l'éducation, l'information, la sensibilisation sont là encore sont fondamentales. Et il ne faudrait pas donc laisser
l'information et la sensibilisation, à la fois le gouvernement, mais les associations de la société civile. Je suis heureux de voir que le CGT prend à bras le corps des questions comme celle de la sécurité. En même temps, nous n'arrêtons pas de le dire, nous devons avoir, en tout cas, toujours présent à l'idée que partout où nous passons, nous devons être vigilants et prudents et savoir parler aux forces de défense et de sécurité, rapporter des informations qui peuvent leur être utiles et qu'en retour, ces forces de sécurité inspirent confiance. Voilà. Parce que justement, si elles n'inspirent pas confiance, la population ne leur parlera pas. Ouais. Or, cette confiance, excusez-moi de le dire, elle a été dévoyée ou elle est partie avec tout ce que nous avons connu comme difficulté relationnelle ces dernières années. Hein? Oui, Maxime Koné, on l'a vu, l'honorable Aziz Diallo l'a dit, il y a la question de la mutualisation et cette question de la mutualisation est aujourd'hui essentielle pour venir à bout de cette insécurité que connaît la sous-région. Je vous dis honnêtement que c'est une option, mais ce n'est pas l'option. Il faut lui dire que le réalisme commande aux Africains de se prendre en charge sur le plan sécuritaire, même si on a des difficultés financières. Il sera illusoire de croire que nous allons continuer encore pendant longtemps à mobiliser la communauté internationale pour notre sécurité. Et le G5 Sahel, c'est une option, c'est une volonté des chefs de l'État, c'est une perspective, mais je crois que le G5 Sahel, de manière pratique, a eu du plomb dans l'aile dès sa création. La volonté de faire cautionner cette force par l'ONU à travers le chapitre 7 n'a pas été finalement retenue. On a dilué la première résolution présentée par la France pour se désengager des questions financières. Donc déjà, ça pose la question même de la responsabilité africaine en matière de sécurité. C'est vrai qu'il faut mutualiser les forces, mais il faut d'abord compter sur ses propres ressources pour se défendre. Et je crois que la faiblesse de nos capacités sont claires. Hein? Je vous cite seulement un exemple. Les standards, c'est un FDF pour 400 habitants. Au Burkina Faso, nous sommes à peu près un FDF pour 1100 habitants. Sans compter la question du matériel, etc. etc. Donc, si nous réunissons nos intelligences, nous pouvons trouver une formule qui va nous permettre d'agir en attendant la communauté internationale. Sinon, nous allons aller de sommet à sommet et finalement, le résultat va se faire attendre sur le terrain. Il y a un deuxième point sur lequel j'allais dire que le G5 Sahel peut vraiment contribuer, c'est dans le domaine du renseignement. Vous le savez bien, c'est un élément très essentiel dans la lutte contre les terroristes. Et la meilleure manière même de lutter contre les terroristes, c'est d'éviter que les terroristes frappent. Et ça, c'est une capacité anticipatrice par le renseignement. Et dans notre cas, de manière générale, deux types de renseignements, le renseignement électronique qui est très développé en Europe, à partir d'écoutes satellitaires, à partir d'ordinateurs, on peut déjà savoir ce qui est en préparation et ça permet d'anticiper. Mais dans notre cas, avec la limite de nos moyens, il faut qu'on utilise le renseignement humain. Il faut qu'on utilise la communauté, il faut qu'on utilise les individus, il faut qu'on utilise la société civile pour que chacun, à son niveau, soit un élément de renseignement. Tout mouvement suspect doit être dénoncé et des mesures doivent être prises pour, je dirais, faire face. Donc, je ne suis pas contre le G5 Sahel, c'est une perspective, c'est une volonté politique, mais à côté de ça, il faudrait d'abord qu'on s'organise. Je voulais insister sur quelque chose souvent qui n'est pas perçu. La réalité, c'est que les Occidentaux, que ce soit les États-Unis ou la France, en intervenant en Afrique, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, c'est pour pouvoir contenir le phénomène loin de leurs frontières. Oui, mais Maxime Koné, il y a également, au-delà du G5 Sahel,
de l'Iptako Gourma qui estime également qu'il faut aller dans le sens de la mutualisation. Est-ce que tout cela ne fait pas doublon? Écoutez, je crois que ça c'est un problème africain, des organisations régionales africaines, parce que on crée beaucoup de structures et finalement les structures se marchent les uns sur les autres sur les pieds. Et donc, si nous, au Burkina, on appartient au G5 Sahel, on appartient au l'Iptako Gourma, vous voyez que déjà, on sera sollicité sur plusieurs fronts. Donc c'est comme si on se dispersait. Oui, si vous voulez. On dispersait les forces, pourtant on pouvait les canaliser dans des espaces géographiques qui ont une proximité et qui ont un certain nombre de ressemblances par rapport aux réalités socio-culturelles. Voilà, un pays comme le Burkina, c'est vrai, le Mali, on a des similitudes sociologiques. Voilà, si on va loin jusqu'en Mauritanie, etc., etc. Et quand je parle de la Mauritanie, je soulève immédiatement un autre problème du G5 Sahel. Et un G5 Sahel sans l'Algérie, ça pose problème. Si on sait le rôle que l'Algérie joue dans la sous-région, quand vous avez le plus grand, la lutte, le terrorisme, le plus grand terroriste bien connu, Mokhtar Belmokhtar, il est d'origine algérienne. Et GSPC, etc., etc. Voilà. Oui, en Algérie. Et on fait un regroupement et on met de côté l'Algérie. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour revenir sur ces questions. Oui, Aziz Diallo, aujourd'hui il y a un contingent, un groupe de l'aménagement qui a été attaqué au Mali. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de coordination entre ce qui s'est passé hier soir à Ouaga et puis ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali? Bon, je pense que... Il y a eu des Burkinabés qui ont perdu la vie dans l'attaque du Mali, l'embuscade. Effectivement, nous pleurons encore ces attaques, mais ça semble être, au niveau du Mali, sans être très pessimiste, ça semble être leur quotidien. Quand vous suivez les informations, il ne se passe quasiment pas 1 ou 2 jours sans qu'il y ait des attaques. Donc, sur cette base-là, c'est difficile un peu d'établir le lien entre ce qui s'est passé chez nous hier soir et ce qui s'est passé au Mali. Mais c'est déplorable et nous n'avons pas l'impression que la situation s'améliore là-bas. Et si la situation ne s'améliore pas au Mali, ce serait difficile d'envisager une nette amélioration du côté du Burkina. Donc c'est effectivement, comme l'a souligné l'honorable Maxime Koné, nous avons une situation avec beaucoup de groupes, des groupuscules armées qui sévissent d'un côté ou de l'autre de toutes les frontières. Nous avons des regroupements, que ce soit l'autorité de l'Iptako Gourma, maintenant bien sûr il y a la CEDEAO, après il y a le G5 Sahel. On va où avec tous ces trucs-là? On va où? Quel est le lien? Quelle est l'effectivité vraiment de ces forces? Quel est le rôle qu'elles doivent jouer et quand est-ce qu'elles vont le jouer? Il faudrait clarifier un peu le rôle de toutes ces armées et de toutes ces structures au niveau communautaire pour que l'on sache exactement à quoi s'en tenir et où on va. À chaque fois, on organise des conférences, on organise des rencontres, on prend des décisions. On se retrouve à essayer de faire le parallèle entre les décisions qu'une entité a prises par rapport à l'autre. Quel est le lien? Je pense qu'il faut aller, comme je le disais tout à l'heure, il faut aller dans le concret, il faut envoyer les soldats au front, ils sont déjà au front, il faut voir comment améliorer la collaboration. Et aussi, on a parlé des rapports entre les forces de défense et les populations. Je vais donner un exemple concret qui s'est passé à Dori il y a quelques semaines, où on a vu les soldats du régiment qui sont sortis avec les populations mener des actions de salubrité. Aller curer les caniveaux, balayer les rues. Tout le monde est sorti, il y a eu ce frottement-là. Vous voyez même des militaires et des civils en train de changer le numéro de téléphone. Mais ça facilite le renseignement. C'est ces actions qu'il faut mener quand on parle de rapprocher davantage les populations civiles des militaires. Sortez-les des garnisons, qu'ils se frottent davantage aux civils, qu'ils fassent face aux difficultés auxquelles les civils font face et qu'ils les aident à les résoudre. Rien qu'en curant les caniveaux en une journée, il y a eu plus de frottements entre les militaires et les civils qu'il y en a eu, Dieu seul sait combien d'années au préalable. Donc ce sont des petites initiatives que nous pouvons mener
pour vite résoudre le problème sans attendre que des niveaux institutionnels, régionaux ou sur-régionaux viennent nous sortir de l'ornière. Oui, on me signale que le journal de 20 h, il reste 10 minutes. On va juste suspendre le temps de faire le journal et on revient pour la conclusion générale de ce plateau spécialement organisé à l'occasion des attaques sur Ouagadougou de dimanche 13 août du Café Resto Istanbul. Et donc, on va juste s'arrêter là et on revient dans une trentaine de minutes pour la conclusion générale de ce plateau. Mais je rappelle que M. Pierre Lapac